Sophie Mongeon, avocate en droit social. On va lancer la question dans l'univers. Est-ce qu'on devrait aller en prison quand on ment? Hein? C'est ça la question. 187 Cube Radio. Est-ce que de mentir devrait être passible d'emprisonnement? Et ça, c'est intéressant parce que est-ce qu'on serait capable, puis là, on va en parler avec Maître Mongeon dans les prochaines secondes, mais est-ce qu'on est capable de vivre une vie sans mensonge? Impossible. Parce qu'on ment chaque semaine. Chaque jour. Dès qu'on demande Chaque même heure. comment ça va, la Toute plupart ma du vie temps, on est un dit oui. mensonge. Non, mais je suis sûre que tu as menti pas plus tard qu'aujourd'hui. Ça va bien, moi, arrête, là. Non, mais Tu m'accuses de te mentir. Non, Je vais plutôt bien. En ce sens où des fois, salut, ça va, les gens vont dire oui, puis la réponse, c'est non. Premier mensonge de la journée. Ben oui. C'est pas obligé d'être une grosse affaire, mais est-ce qu'on est vraiment capable de toujours dire la vérité? Est-ce qu'on est capable de le dire quand l'autre nous tape Finalement, ses nerfs? c'est quoi la vérité? C'est quoi le mentir? C'est quand on a des- T'as quand on a- un sujet? Quand on a de jeunes Mais- enfants là, à la maison. Maître là, Mongeon, est-ce qu'on est capable de faire une vie sans mensonge? Est-ce que tu as menti aujourd'hui? Ben moi, non, j'ai pas menti à date aujourd'hui. Puis si je l'ai fait, c'est pas volontaire. Donc c'est ça souvent qu'on se pose la question, est-ce que c'est un mensonge volontaire ou involontaire? Et là, je vous le dis souvent, en politique, je le dis, on dirait qu'on rend pas les gens imputables. Et là, il y a T'as un raison. Parlement qui vient de décider de mettre ses culottes puis de dire, sais-tu quoi? On va rendre les politiciens imputables. Donc, c'est le pays de Galles. C'est un des 4 pays là, qui forment le Royaume-Uni qui a décidé maintenant en 2026, de procéder à une loi qui rend illégal le mensonge lors d'élections. Hey, c'est important, ça, là. Mais comment ça fonctionne? Mais le tout a commencé là, par un député en particulier qui, lui, était très, très frustré qu'il y avait eu un mensonge qui avait été fait par Tony Blair à l'époque, qui avait dit qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et c'est sur la base de ce mensonge-là que les troupes britanniques avaient été déployées en Irak. Lui, il était pas content de ça du tout. Et là, s'en est venu effectivement des débats parlementaires. Et maintenant, au printemps 2026, ils viennent de rendre cette loi-là, donc pendant les élections, uniquement. Mais ça, c'est curieux. C'est drôle, ça. Quand tu es élu, tu peux mentir, mais pas en campagne électorale. Exactement. Donc, pendant les élections, tu n'as pas le droit de donner d'informations qui vont être considérées fausses ou exagérées, etc., sous peine de contraintes criminelles. Là. C'est quoi les conséquences? Ben, les conséquences, voyez-vous, là, attendez un instant. Tout n'est pas parfait. C'est la première loi au monde qui vient d'être déclarée ainsi. Donc, la loi entre en vigueur. Ils ont jusqu'à 2030 pour la peaufiner. Et donc, là, pour l'instant, ils n'ont pas encore mis en place des infractions criminelles. Mais c'est ce que disaient certains parlementaires, c'est que là, on est en train de mettre une loi en vigueur pour se donner bonne conscience, mais qu'on ne connaît pas encore les conséquences. Dans le projet de loi 98 que nous autres, que la CAQ avait mis en place en avril 2025, que jamais passé, comme tel, on parlait d'amendes qui pouvaient aller jusqu'à 60 000. Mais là, c'était plus pour couvrir le processus électoral. Donc, des plateformes qui disent des mauvaises informations, des citoyens qui donnent des mauvaises informations. Pas eux en tant que politiciens, c'est eux qui donnent de la mauvaise information. Mais ça, comment on le sait? Parce que des politiciens qui donnent des mauvaises informations, on ne sait jamais si c'est volontaire ou pas, mais dans les débats ou sur la place publique, des fois, on va avancer des chiffres, puis c'est pas tout à fait ça. Bien, effectivement, juste une anecdote rigolo là, sur le même titre. On sait que Donald Trump, le Washington Post, a fait une chronologie ou un inventaire afin de savoir combien de fois il avait donné des informations fausses. 30 573 déclarations fausses ou trompeuses lors de son premier mandat. Fait que nul besoin de vous dire que si lui était président du Pays de Galles, ben, ça ferait longtemps qu'effectivement qu'il aurait été destitué. Là. Puis c'est drôle parce que, puis encore une fois, je suis pas favorable à la désinformation et tout ça, mais ça reste qu'il y a quand même parfois un certain style politique qui consiste à faire de l'hyperbole ou, tu sais, les Canadiens ne peuvent plus acheter de maison. Bon, là, Isabelle a acheté une maison hier, c'est donc faux que les Canadiens, mais dans les faits, c'est vrai que c'est plus difficile. Est-ce que c'est un mensonge que, tu sais, nous allons créer 100 000 places en garderie? Peut-être que l'intention était bonne. Peut-être que, tu sais, c'est quoi qui est... C'est là où je trouve que c'est qui l'autorité qui décide ce qui est vrai et ce qui est faux, finalement? Qu'est-ce qu'un mensonge? Ouais, non, mais ça. tu comprends ce que je veux dire? Really? Il faut que tu nommes un petit board là, de 5 personnes, puis eux, ils vont dire le vrai du faux. Mais c'est qui ces 5 personnes-là? Puis qui c'est qui est choisi? Puis, tu sais, ça me semble inapplicable, un projet de loi comme celui-là, mais peut-être que... Bien, c'est en processus de peaufinement, puis en même temps, lorsqu'une fausse déclaration va avoir été identifiée, le politicien
politicien aurait 14 jours pour émettre une rétraction. Donc, se dire, écoutez, là, peut-être que j'avais de la mauvaise information. La limite, effectivement, est mince aussi entre, justement, émettre son opinion ou des commentaires et la liberté d'expression. Donc, ça aussi, c'est un petit peu, la ligne est extrêmement mince. J'ai-tu le droit de dire ce que j'en pense en émettant de la couleur, comme tu viens de dire, ou ça va être considéré comme une déclaration fautive? Ben, Régis dit, bon, est-ce qu'il y aurait des polygraphes à chaque politicien? En permanence. C'est comme un genre de connecté sur ta montre, tu sais. Ben, probablement que dans le concept, il va y avoir une police de tout ça, il va y avoir des comités qui vont être mis en place, les gens vont pouvoir faire des déclarations. Le bordel. La police oui, du mensonge. Puis tu sais, je vais prendre un exemple plus pragmatique. combien? Le logement, là, tu sais, la gang à gauche, ils disent c'est les spéculateurs, puis c'est vrai là, qu'il y a comme un petit quart de 1% du immobilier. Puis l'autre bord, ils disent que c'est la faute des immigrants. Puis c'est vrai qu'il y a un petit peu de... Mais à la fin, n'importe qui a étudié n'importe quelle question complexe réalise qu'il y a plein de facteurs. Puis oui, tu peux dire que c'est toute la faute du plus petit facteur, ce qui est pas faux, mais... À un moment donné, je sais pas en quoi ça sert le débat démocratique de se mettre à foutre du monde en prison parce qu'ils ont pas dit ce qui nous semble être la vérité. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que ça vise surtout des déclarations extraordinaires. Tu sais, des affaires qui sont tellement grosses qu'effectivement, là, c'est évident à l'œil nu. Et d'autant plus que à travers tout ça dans le projet de loi également, les citoyens vont pouvoir destituer leurs députés même avant qu'il y ait une autre élection. Donc, probablement, le châtiment ultime va être l'inhabilité à exercer la fonction publique. Mais là, si on le fait en campagne, il faudrait le faire aussi quand on est en poste. Ben, moi aussi, je crois là, mais effectivement, c'est quand même un début. On sait qu'il y a quand même des demi-douzaines là, de pays à travers le monde qui ont quand même des lois pour interdire le mensonge au Parlement comme tel, mais en campagne électorale, ça, c'est un petit peu plus particulier. On sait qu'effectivement, je me rappelle là, qu'il y avait l'ancien chancelier australien qui avait été reconnu coupable d'avoir menti au Parlement, également au Singapour, également là, pendant le Parlement. Eux, ils ont subi des conséquences. C'est c'est vraiment en période électorale. Donc, on est en période électorale. Est-ce que ça pourrait être utile, cette loi-là? Mais c'est difficile parce qu'on s'est souvent fait dire les gens veulent pas entendre tant que ça la vérité. T'sais, souvent, le mensonge est comme nécessaire si tu veux faire avancer une cause parfois. Mais là, moi, je pense qu'on n'est plus dupes. Là, on est en 2025. Les citoyens sont tannés de se faire leurrer par des fausses promesses. Puis je pense que c'est le temps que le citoyen reprenne contrôle des élections. Parce qu'on vote toujours pour les mêmes affaires, puis on va pas voter. Puis est-ce que les gens sont si tannés que ça? Je sais pas. Ben écoutez, on va le savoir à l'automne, un peu plus à ce moment-là. Puis je serais curieuse de savoir, c'est quoi les plus gros mensonges que des politiciens ont dit dans les dernières années au Québec. Là. Ça pourrait être intéressant aussi. Puis est-ce que c'était volontaire ou pas? Là? C'est surtout l'intention qui est intéressante aussi. Effectivement. Puis la dernière affaire là-dessus, puis on va passer à autre chose, mais par exemple, tu donnais un bon exemple, Isabelle, mettons que tu te trompes là, dans un débat, dans le feu de l'action, à la radio, je veux dire, ça peut nous arriver même à nous. Là, on fait quand même notre recherche, je pense qu'on sait un peu de quoi on parle, mais à un moment donné, tu shootes une statistique qui n'est pas la vraie, qui n'est pas la fausse, tu dis l'inverse de ce qui est vrai. Est-ce que c'est tout de suite la police qui débarque puis qui te passe les menottes? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais tu as une obligation de te rétracter, puis tu peux quand même avoir une plainte là, je sais pas si de judiciariser la démocratie, c'est la meilleure façon de l'améliorer. Si un médecin ne fait pas des bonnes choses, il va avoir une plainte au Collège des médecins. Moi, si je suis un barreau, c'est au barreau du Québec. Quand tu es un notaire, c'est à la Chambre des notaires. Donc, c'est qui le gardien des politiciens? C'est une belle façon. Maintenant, ce qui a fait beaucoup réagir cette fin de semaine, c'est cette propriétaire qui a dû camper devant sa propre location, devant sa propre business. Bien, vous savez, les médias et les journaux sont toujours souvent pro-locataires, c'est-à-dire qu'ils font pitié, se retrouvent dans la rue, etc. Mais les propriétaires aussi peuvent vivre un calvaire. Puis dans ces circonstances-là, c'est une dame qui achète un duplex ou un triplex. Je pense que c'est un duplex. Elle a 9 enfants, donc elle veut prendre possession des 2 logements. Donc, elle procède comme qu'elle doit le faire dans les 6 mois avant la fin du bail pour demander une reprise du logement. Les règles de l'art. Ben oui, absolument. Le problème, c'est qu'il y a eu une audience. Les données ne nous disent pas quand est-ce qu'il y a eu l'audience. Puis en principe, on est en attente d'une décision. Mais même si une décision est rendue, est-ce que tout le monde est sorti du bois? Pas vraiment. Parce que les locataires, eux, attendent la décision avant de sortir parce que probablement, ils n'ont pas d'autre place à aller. Sauf que c'est fini, bye-bye. Bien, un des couples, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Donc, ils ne veulent pas quitter le logement. Mais le bail est échu.
Mais il n'est pas échu. Dans le fond, il est reconduit, mais elle veut le reprendre. Puis pour une reprise de logement, il faut absolument passer par le TAL puis démontrer que c'est une vraie reprise. Là. C'est pas pour le fun, pour augmenter le loyer par la suite. Donc, elle est en attente de son jugement. Tout le monde est en attente du jugement. Quand il va avoir le jugement, bien, il y a quand même une partie qui peut porter appel à la Cour du Québec dans les 30 jours. Ça peut prendre combien de temps? Parce qu'au TAL, on le sait, il y a beaucoup, beaucoup de délais. Donc là, ça suspend. Donc, mettons que le jugement est rendu, qui donne raison aux propriétaires. Bien, les locataires peuvent, dans les 30 jours de ce jugement-là, porter appel à la Cour du Québec. Puis après ça, ils peuvent demander une ordonnance de suspension pour ne pas être exécutés. Mais on en a pour combien de temps? Bien, ça dépend si quelqu'un conteste. Si, effectivement, le TAL donne raison aux locataires, bien, la propriétaire, elle a 30 jours pour porter ça en appel. Fait qu'elle n'est pas sortie là, de la cour Est-ce que ça se peut que les locataires gagnent ça? Ça serait surprenant dans les circonstances où c'est quand même assez clair. Une femme avec 9 enfants, donc c'est pas pour loger un ami lointain. Là. C'est vraiment clair que c'est familial. Puis elle l'a dit 6 mois d'avance. Ben, elle a fait ses procédures dans l'ordre. Les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Et pourquoi le TAL, ils mettent pas des dossiers sur le dessus de la pile, mettons, là, comme là, la madame est dans une roulotte avec 9 enfants. Il y a des locataires qui sont clairement pas dans leurs droits. Là. Ils ont reçu un préavis de 6 mois. La dame, elle a tout fait. Elle a acheté la propriété pour se loger avec sa famille. Je veux dire, là c'est de la merde pour tout le monde. Là, parce que dans les faits, je vais prendre un petit pari avec toi. La propriétaire elle va avoir gain de cause. Sûrement. Là, elle va avoir habité dans une roulotte pendant tout ce temps-là, ce qui n'est pas agréable. Les locataires, ils vont se trouver un logement le 12 septembre, ce qui est de la merde pour tout le monde également. Je veux dire, pourquoi le tribunal, ils n'ont pas mis ça sur le dessus de la pile puis dire on va essayer de régler ça au 1er juillet? Je veux dire, ça me semble... Je veux dire, c'est quoi la complexité, mettons, d'analyse dans un dossier comme celui-là? Je le sais pas. Tu sais, pour les propriétaires, les locataires, tous les jugements, toutes les causes sont importantes pour eux. Des reprises de logement, normalement, c'est les dossiers qui sont prioritaires. Entre toi puis moi, d'ici 24-48 heures, c'est clair qu'une décision qui sort du TAL avec la pression... que c'est dans le journal. Ben, c'est ça, mais c'est ça qui est choquant. Mais c'est tout le temps comme ça. Dans un nid d'oiseaux, là, quel oiseau qui nourrit en premier? C'est celui qui se plaint. Puis l'autre affaire, c'est que là, la personne qui va être coupable, puis l'autre pas coupable, dans les deux cas, il va y avoir des dossiers au TAL. Donc, pour la suite des choses, pour louer, même si c'est pas toi qui a commis l'erreur, t'as quand même un dossier au TAL. Il y en a qui voudront pas te prendre après. Bien, les jugements sont malheureusement publics. Quand tu vas sur socige.gouv.qc.ca, sur Canly, tu peux pitonner le nom d'une personne puis voir exactement tous leurs antécédents civils et au TAL et même devant une petite créance ou tout autre jugement. Sinon, en terminant, il y a Hydro-Québec. C'est un fait divers presque, mais quand même assez rare. En fait, je pense qu'on peut dire que c'est du jamais vu. Hydro-Québec qui poursuit des syndicats qui leur réclament 500 000 $ pour atteinte à sa réputation, un genre de diffamation. As-tu déjà vu ça dans le passé, Sophie Mongeau? Après que j'ai vu ça, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé 4 avocats en droit du travail. Puis ceux qui font là, vraiment de l'employeur. Là, pas ceux qui font comme moi du travailleur, mais de l'employeur. Il n'y en a pas un qui était capable de me citer une jurisprudence au Québec qui, effectivement, donnait raison à une entreprise contre un syndicat comme tel. Tu as déjà vu, par exemple, des gens qui vont poursuivre leur syndicat pour diffamation. Mais dans ces circonstances-là, moi, c'est la première fois que je le vois. Parce qu'on voit la publicité, la direction d'Hydro est complètement déconnectée, puis on voit 2 mains débrancher un fil électrique. C'est 2 syndicats donc qui sont accusés. Est-ce que Hydro-Québec pourrait gagner? Je le sais pas, mais c'est une nouvelle tendance où le bras de fer est de plus en plus public, aussi, entre les syndicats et les entreprises. Je pense que dans les dernières années, les syndicats sont allés un peu loin. On va parler de la guillotine avec Jean Boulet. Donc là, j'ai l'impression que les entreprises ne veulent plus vraiment se laisser faire et ils font ce genre de poursuite-là. Mais aussi, c'est une façon de briser, limiter la liberté d'expression des syndicats aussi. Là. En même temps, on n'en parlait pas plus tard que vendredi. Il y a eu grabuge au métro Richelieu, des freins qui ont été coupés. On a saccagé un métro parce qu'on n'était pas de bonne humeur après patron, puis la convention collective qui n'est pas renouvelée. On est rendu là, quand même. Oui, même des débordements. Ben oui, même un des syndicats, je me rappelle plus lequel, de Hydro-Québec, avait eu une décision du tribunal administratif du travail qui avait qualifié d'illégaux leurs moyens de pression parce qu'ils avaient fait ça du vandalisme sur les produits, les biens de l'employeur et également, ils avaient utilisé les véhicules de l'employeur,
à de mauvaises escients, là. Donc, on voit que c'est de plus en plus commun. Ben, c'est parce que quand on parle de grabuge, après, ben, ça coûte des milliers de dollars Ben oui. aux compagnies puis aux consommateurs après. Là, ça fait partie de l'augmentation des prix. Là. Ben, absolument. Donc, toutes ces belles chicanes-là entre Hydro-Québec, peu importe qui soit, c'est qui paye la note encore? C'est le citoyen. Puis le système est engorgé par cette affaire-là. Absolument, absolument. Fait que je sais pas trop. C'est sûr que ça va ralentir l'ardeur du syndicat dans ses démarches, clairement. Penses-tu? Oh, je pense que oui, mais avant qu'on ait un jugement là-dessus, là, on a le temps on a le temps d'avoir plusieurs L'eau étés va devant couler nous. sous les ponts. Absolument. Je voulais un peu t'entendre sur le montant quand même, parce que là, on réclame 500 000 $ au syndicat. Hydro-Québec a fait 2,9 milliards de dollars l'année dernière. Ils n'ont pas besoin de 500 000 piastres. C'est juste pour faire parler. Oui, mais à ce titre-là, pourquoi ils ne demandent pas 50 millions ou tu comprends comme c'est le chiffre, ou 50 000, ultimement qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'est pas l'argent qui va être tellement important que le signal que ça envoie. Pourquoi choisir? D'où ça vient un montant comme celui-là? Ben parce qu'on est au Québec. Hein? Les poursuites en dommages moraux, dommages compensatoires sont très, très, très limitées. Aux États-Unis, on pourrait parler évidemment d'atteinte à la réputation beaucoup plus grand que ça. Mais tu sais, ici, quand il y a des gros jugements qui sortent avec 20, 25 000, là, c'est extrêmement généreux. Fait qu'eux autres, ils calculent qu'il y a 819 messages pendant la Ligue nationale de hockey à l'automne, puis 1113 au printemps. Donc, ils calculent, disons, un 2000 messages qui donne lieu à la poursuite de 500 000. Mais je pense que c'est un montant un peu aléatoire. Malgré tout le monde a quand même été abonné d'Hydro-Québec. Ça ne change rien, ses revenus. Mais non, t'as pas le choix. Non, mais c'est juste, encore une fois, de comment tu valorises l'atteinte à la réputation d'une compagnie qui vaut des milliards de dollars. Mais c'est pas comme une compagnie privée où tout le monde a besoin d'Hydro puis il y a juste Hydro. Alors, le syndicat pourrait toujours rétorquer puis faire une poursuite en disant c'est une façon de briser notre liberté d'expression, puis une façon de une poursuite bâillon. On pourrait peut-être les envoyer en prison s'ils montent. On ne sait pas. Maître Sophie Mongeon, avocate en droit social, merci d'avoir été avec nous. Merci.